Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les santé du réel, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, vous l'avez vu dans le titre, je suppose, comme d'habitude, j'invite Paul Ponceau une fois de plus ce mois-ci, parce qu'il va nous expliquer, il va nous parler surtout d'un sujet qui m'intéresse ô combien, mon Dieu, et qui va vous intéresser, j'en suis certain à 100%. Ce sont les synchronicités. Alors les synchronicités, eh bien, on en vit un peu tous les jours. Alors pour le peu qu'on y fasse attention, forcément, on va se dire tiens, j'ai vécu ça aujourd'hui, j'ai vu tiens Paul, voilà, ou Pierre et Jacques. J'en parlais justement hier soir avec ma femme et puis ce matin, Vlatipa qui me téléphone en me disant bah, est-ce que tu veux venir boire un verre ce soir? Voilà, c'est un exemple. Hein. Je connais ni Paul, ni Pierre, ni Jacques. Vous avez bien compris. C'est juste un exemple. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de ces synchronicités. On va voir aussi que ça va bien au-delà eh bien, d'une rencontre avec des amis, bien entendu. C'est vraiment quelque chose de réellement complexe, mais de ô combien, encore une fois, c'est une thématique clé pour comprendre plein de choses. Et surtout dans cette matrice dans laquelle on est. Eh bien, mon cher Paul, comment vas-tu? Eh ben, écoute, Alexis, ça va pas mal, malgré pas mal de problèmes techniques avec Zoom, justement, mais ça va pas mal. Oui, en effet, c'est une période un peu bizarre à ce qui paraît qu'en astrologie, avril, c'est pas terrible, donc on va un petit peu, on quitte avril, voilà, on verra bien si en mai on fera ce qu'il nous plaît. Quel Écoute, autre synchronicité encore. Hier, j'ai donné une conférence sur l'astrologie, justement. Donc, Ah, bah super, ok, magnifique. encore une synchronicité. Et ça, c'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder à l'occasion, puisque C'est un sujet passionnant, beaucoup plus qu'on ne le pense, du reste. oui, moi je m'y intéresse beaucoup, comme tu le sais. Maintenant, voilà, il y a, j'ai plein de points d'interrogation avec l'astrologie actuellement, parce que comme comme Paul et moi, et comme vous, chers auditeurs en général, on se remet tellement en question avec toutes sortes de thématiques qu'on nous a appris par le passé. Et c'est vrai que voilà, il est pour moi tout à fait évident de remettre tout ça en compte. Et puis Christiane Develay, Olivier Develay, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, justement, qui parlait de l'astrologie pour 2026, le dit elle-même, hein, c'est une matrice. Hein, c'est le thème astral, en fait. Ah, c'est connecté, Voilà, c'est connecté à la nature de la réalité, voilà. c'est connecté à la nature de la réalité et tout, donc c'est ça. C'est une des rares astrologues d'ailleurs que j'ai entendu dire que c'était une matrice en quelque sorte, puisque le thème astral dans lequel on est, en fait, il faut s'en sortir en fait de ce thème astral, de ce thème astral qu'on reçoit à la naissance. En venant dans ce monde 3D de matière, on reçoit un thème astral et eh bien, il va soit nous aider, soit nous pourrir toute notre vie. Et je dis que voilà que l'astrologie, eh ben, c'est bon de connaître l'astrologie, mais pour justement en sortir. Voilà. Donc, mon cher Paul, aujourd'hui, les synchronicités, en tout cas, est-ce que tu as, toi, pour l'instant, ou tout bientôt, un événement à venir? Fais ta pub, vas-y, mon Paul. Bah oui, absolument, Alexis. J'ai pas mal d'événements qui sont prévus. Donc, premier événement, c'est le vendredi 1er mai 2026 de 18h30 à 23h30. J'organise un cours en ligne en direct sur les hybrides, les entités de type Zeta 2 et ce qu'on peut appeler les néphilim. Donc c'est un petit peu sur tout ça, sur les entités qui sont parmi nous, notamment le phénomène des hybrides. Parce que il faut savoir que les hybrides, euh, il y a effectivement des hybrides issus d'abduction, comme le dit le docteur David Jacobs, mais il y a d'autres types d'hybrides qui sont parmi nous, des entités notamment aux yeux noirs, des entités de type Zeta 2 qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais qui sont là pour manipuler, qui sont du reste connectés au phénomène des MyLabs, connectés à l'affaire Humo et à beaucoup d'autres affaires. Donc, le phénomène d'hybridation, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. C'est lié aux abductions, c'est lié à cette société parallèle dont on a déjà parlé, c'est lié aussi à des facteurs humains. Donc, c'est vraiment un phénomène très important. Et c'est pour ça que j'organise cette conférence en ligne et en direct, ce cours en ligne et en direct sur le sujet qui est méconnu en France, parce que beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose qui est métaphorique, alors que ce n'est pas métaphorique. L'hybridation, c'est une réalité. Il y a l'hybridation au sens physique du terme. Et
comme le dirait David Jacobs, il y a des hybrides parmi nous. Donc, le cours aura lieu le vendredi 1er mai 2026 de 18h30 à 23h30. Et le lendemain, le samedi 2 mai 2026, de 12h à 18h, j'organise une conférence en présentiel à Paris sur la société parallèle. Donc là, on parlera des mondes souterrains, des mondes au-delà des pôles, de l'économie parallèle aussi. On parlera de toutes les sociétés secrètes qui ont collaboré avec des entités non humaines, développé des technologies par ce biais et qui sont coupées du reste de l'humanité. On parlera de concepts aussi comme Shambhala, Lagartha, des humains. Donc c'est un sujet extrêmement vaste. Donc cette conférence aura lieu à Paris, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, le samedi 2 mai 2026, de 12h à 18h. Donc vraiment, venez nombreux parce qu'il y aura des informations nouvelles. Donc voilà un petit peu les événements qui viennent. De toute manière, tous sont disponibles sur le site librairiedubonheur.com. Exactement, et je mettrai, comme tu le sais d'habitude, les liens en description. Et ben, c'est la semaine prochaine déjà, hein, chers auditeurs. Donc, prenez vos places, prenez votre carte, voilà, votre entrée, et ben, préparez-vous à vivre de bons moments, en tout cas, en webinaire et en présentiel. C'est ce que je dis à chaque fois. Ça devient tellement rare. Je trouve que voilà, je crois que Paul est un des rares encore conférenciers à faire ça en présentiel. Voilà, dans un endroit sympathique, je pense qu'il était un café-restaurant. Et Exactement, dans une salle, c'est une salle à part et c'est très sympa. Et ça, je tiens vraiment à le conserver parce que tout est en train de se perdre avec le transhumanisme, les IA et tout. Donc, voilà, c'est très important de garder ça. oui, de garder ça et de garder justement bah, ces contacts, ces rencontres que vous pouvez faire en fait lors de ces repas conférences, on va dire ça comme ça, pourquoi pas de rencontrer des nouvelles têtes, des personnes. Donc sortez de votre grotte, n'hésitez pas à rencontrer Paul et puis d'autres personnes qui pensent comme nous, qui pensent comme vous. Voilà, ça c'est la semaine prochaine, donc on mettra ça en lien, bien sûr, mon cher Paul. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les synchronicités. Mon Dieu, je suis impatient parce que c'est un sujet qui vraiment, encore une fois, m'anime tous les jours. J'ai des synchronicités, pardon, c'est la même chose. Que ce soit avec l'heure, hein, tu sais, les fameuses heures doubles, 10h10, 11h11 et j'en passe. Mais ce n'est pas que ça. On va un petit peu voir que ça va beaucoup plus loin parfois. C'est même assez effrayant, je veux dire. Euh, Vraiment, là, je dirais même encore une fois, une des clés pour comprendre le fait qu'on vit dans une matrice. Ben absolument. Et les synchronicités, donc déjà, on va commencer par du positif. Il y a des synchronicités positives dont on parlera en fin de podcast parce que c'est des événements qui sont hyper intéressants à comprendre où ça va très loin. Et il y a des synchronicités négatives. Les synchronicités positives sont liées à la conscience qui peut transcender le programme de la matrice. Les synchronicités négatives, elles, sont liées aux manipulations des entités sans âme de l'IA et elles nous affectent dans le quotidien. Donc, c'est un sujet que j'avais étudié il y a quelque temps et que j'avais délaissé, mais j'ai reçu un témoignage récemment. Donc, c'est une dame qui habite pas loin du reste de la frontière belge et qui, qui s'est rendu compte qu'il y a des synchronicités négatives pour la faire sortir de son appartement. Donc déjà, des gens la poussent à déménager alors qu'elle n'a pas forcément envie de déménager, en tout cas pas envie de déménager comme ça. Elle veut choisir le lieu et tout. Donc, il y a eu des pressions familiales, mais aussi des pressions d'amis pour qu'elle déménage. Bon, pas méchant, mais on voit qu'il y a quand même des interférences d'entités et tout, parce que c'est quelqu'un qui a un certain âge, qui a les pieds sur terre, voilà, qui est quelqu'un qui est dans le domaine dans le domaine de l'histoire et tout ça, donc qui connaît quand même, voilà, qui a vraiment les pieds sur terre, quelqu'un de très
terre à terre, une mère de famille, une grand-mère aussi, donc voilà. Et là, d'un coup, il y a tout le monde qui lui demande de déménager. Donc elle dit non. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'elle se retrouve avec un dysfonctionnement de sa chaudière. Dysfonctionnement de la chaudière fait qu'elle se retrouve avec des factures d'eau, mais complètement, avec des factures complètes d'électricité, complètement hallucinantes. Donc voilà, elle comprend pas. Et ensuite, elle se retrouve avec, pour l'année d'avant, avant le dysfonctionnement de la chaudière, des factures d'électricité, mais hallucinantes, alors que c'est quelqu'un qui vit seul, voilà, qui ne consomme pas énormément, des factures hallucinantes. Ensuite, donc, il y a des factures de gaz qui sont complètement hallucinantes. Et puis, et puis des soi-disant des retards par rapport au loyer, aux charges et tout ça. Donc, cette dame ne se laisse pas démonter, elle mène son enquête et elle se rend compte qu'il y a qu'il y a la chaudière qui dysfonctionne. Mais ensuite, elle se rend compte qu'il y a le compteur électrique indépendant de la chaudière qui dysfonctionne. Euh, donc, qui lui met de l'électricité électrique, qui est même pas un compteur connecté, qui dysfonctionne aussi. Donc trois dysfonctionnements qui lui font en fait des charges supplémentaires avec une synchronicité négative, avec des synchronicités négatives pour vraiment la faire partir de chez elle. Donc ensuite, quand on creuse un petit peu le cas de cette dame, on se rend compte que c'est une personne qui subit du ciblage, qui subit aussi des abductions en même temps que le ciblage, qui subit ça depuis des années, quelqu'un qui a aussi été utilisé dans les programmes spatiaux secrets. Et en fait, on se rend compte que dans la vie de cette personne, quand on commence à discuter avec elle, il y a il y a des synchronicités, des phénomènes de love bite qui l'ont poussé à se mettre en couple avec des personnes toxiques qui ensuite l'ont lâché, des phénomènes aussi de synchronicité, des phénomènes de synchronicité, de choses comme ça, pour la pousser dans certaines directions. Et cette personne, elle a mis tout de suite en lien la synchronicité qu'elle a vécue, les synchronicités pour la faire partir, avec les phénomènes de ciblage et d'abduction. Donc elle a fait les démarches nécessaires, mais elle a mis fin à tout ça. Simplement, beaucoup de personnes ne comprennent pas que derrière beaucoup de synchronicité artificielle, il y a des phénomènes non humains. Et c'est connecté à la nature même de la réalité qui fonctionne comme une matrice. D'autres phénomènes de synchronicité artificielle ont été décrits aussi par Eve Lorgen. Et ces synchronicités artificielles sont connectées au phénomène du love bite et d'autres choses, mais essentiellement du phénomène du love bite. Et le cas typique, c'est quelqu'un qui est marié depuis 15-20 ans, qui a une famille, qui a des enfants, qui se couche et qui va rêver du partenaire idéal, de l'homme, de la femme, de peu importe, idéal. Et donc il fait ce rêve, il se réveille le matin, il se rend compte que c'est quelque chose qui est complètement bidon, que c'est un rêve, même pas bidon, il se rend compte que c'est un rêve, mais le rêve lui laisse une très très forte impression et la personne est extrêmement troublée par le rêve. Mais ensuite, elle reprend sa vie quotidienne et tout, et quelques mois plus tard, ou quelques années plus tard, la personne va rencontrer la personne de ses rêves en corps physique. Et très souvent, la rencontre se fait par le biais de synchronicité. Donc là, la personne
va être séduite par la personne dont elle a rêvé. Tout de suite, elle va reconnaître que c'est le partenaire ou la partenaire dont elle a rêvé. Et va s'en suivre, dans la plupart des cas, un idylle. Mais un idylle vraiment passionné, un coup de foudre et tout. La personne va, dans 9 cas sur 10, quitter son mari, quitter sa famille, quitter sa femme ou quitter sa famille, parce que ça arrive chez des hommes, des femmes, des couples homosexuels, hétérosexuels, peu importe, c'est dans tous les domaines, dans tous les pays du monde et tout. Donc la personne va tout quitter et elle quitte tout, elle se met avec le nouveau partenaire, s'ensuit une relation magnifique, et d'un coup, le partenaire ou la partenaire va complètement lâcher la personne, ne plus être intéressé par la personne, comme si le partenaire ou la partenaire est débranché. Donc la personne qui a tout quitté pour se retrouver là, se retrouve complètement seule et isolée. Donc imagine un petit peu le pourcentage de louche, le taux de louche, le taux de louche pour les entités. C'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est absolument énorme. Par exemple, il y a le cas d'une personne, une autre personne, donc, qui, qui elle, heureusement, connaissait les synchronicités artificielles parce qu'elle a vécu des synchronicités artificielles pour qu'elle soit mise en couple avec quelqu'un. Et ça, elle a compris que c'était un jeu d'entité. Donc, c'est une personne, un jour, elle va voir sa famille, et dans la famille, ils sont mis à parler de lilas, que dans l'ancien temps, ils avaient des très très beaux lilas dans le jardin et tout ça, et que c'est quelque chose de beau. Donc, c'est pas courant qu'on parle de lilas, Alexis. Est-ce que tu es d'accord? Voilà. Donc, ensuite, la personne quitte sa famille et va faire un petit tour parce que derrière la propriété de la famille, il y a des jardins, il y a plusieurs maisons et tout. Et là, donc c'est le mois de mars, avril, et la personne voit des lilas absolument magnifiques qui sont fleuris bien avant l'heure parce que le lilas, ça fleurit plutôt en mai. Quoique maintenant, ça change, mais voilà. À une époque, c'était plutôt fin avril, début mai. Là, c'est un mois d'avance. Donc la dame se dit, mais c'est absolument magnifique comme celui-là. J'aimerais bien rencontrer le jardinier. Et là, de derrière le buisson, sort le jardinier. Et le jardinier commence à parler d'elle. Il parle de Lila. Et là, elle est comme attirée par le jardinier. Et le jardinier est attiré par elle. Mais c'est quelqu'un qui a du discernement, qui a des dons de médium et qui se dit, il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Je précise qu'elle ne connaissait pas le travail d'Eve Lorgen, ni le travail, ni le Love Bite et tout, mais elle ressent qu'il y a quelque chose qui n'est absolument pas naturel. Donc, elle parle avec le jardinier, puis elle part. Donc, donc elle part, elle est relativement, elle part, elle est quand même troublée. Elle est troublée et elle pense quand même à ce jardinier. Puis après, elle rentre chez elle. Et là, le lendemain, quand elle sort de chez elle, donc comme elle habite quand même à 30-40 km du reste de ses parents et tout, elle voit un flyer pour des expositions de jardinage sur sa fenêtre, sur la fenêtre de sa voiture. Jusqu'à là, rien rien de particulier, mais ensuite, et ça a duré pendant des semaines et des semaines, plein de synchronicités en rapport avec le jardin, en rapport avec le jardinier. Et un jour, quand elle passe devant la maison du jardinier, il y a comme un message, un papier par terre qui dit sonne à la porte. Donc voilà, c'est très 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 bizarre, sonne à la porte et puis d'autres signes, mais très bizarre, tous des signes pour qu'elle rentre en contact avec le jardinier. Mais elle ne veut pas, elle est vraiment troublée, elle comprend qu'il y a quelque chose de pas clair. Ensuite,
Elle rencontre plusieurs fois le jardinier qui essaye de la séduire et tout en lui parlant, mais elle ne veut pas, et bien lui en a pris parce que elle a découvert par la suite que le jardinier, c'était quelqu'un qui était totalement alcoolique, totalement un pervers narcissique et tout, mais elle aurait pu se mettre avec lui. Et là, tu vois, on voit les synchronicités qui se mettent en place pour provoquer la rencontre. On voit aussi, on voit aussi une sorte de manipulation de la réalité indépendante du jardinier, mais qui est connectée à la nature même de la réalité, où il y a toujours des références à la jardinerie et tout. Donc on voit bien qu'il y a une programmation de la réalité. Beaucoup de synchronicité, du reste, se retrouvent chez des personnes ciblées, chez des personnes abductées, mais pas que. Tout le monde est concerné par ces synchronicités. Et un autre cas aussi qui est très connu, dont j'ai déjà parlé, c'est, comment elle s'appelle? Carissa Conti, une chercheuse américaine. Elle doit prolonger un CDD. Elle n'a pas trop envie de le faire, mais par sécurité, elle décide finalement de le faire. Mais voilà, sans conviction, parce qu'elle avait deux choix. Le choix de partir en Floride ou de rester dans le Midwest et de prolonger son contrat et d'avoir ainsi un espèce de CDI, même un CDI et une sécurité et tout. Et elle opte pour l'option de la sécurité. Carissa Conti, c'est une abductée et une personne ciblée. Donc elle était consciente des synchronicités négatives. Et là, elle, euh, elle va signer, bon, à contre-cœur, mais elle décide, je vais être raisonnable, je vais signer. J'ai 35 ans, maintenant il faut que j'ai un emploi stable et tout. Enfin, tu vois tous les formatages. Donc elle prend l'ascenseur pour aller signer. Là, l'ascenseur s'arrête. Personne ne rentre. Donc elle regarde pour comprendre pourquoi personne ne rentre, mais il n'y a personne. Et là, d'un coup, elle voit un stylo qui roule, qui n'apparaît de nulle part et qui se met à rouler. Et là, Carissa Conti saisit que c'est une synchronicité, donc, elle décide elle décide de ne pas du tout prendre le stylo. Là, et là, elle décide pas ramasser le stylo, pas d'aller signer le contrat, et bien lui en prend parce que elle comprend que c'est une synchronicité négative. Et bien lui en prend, elle se dit non, ça c'est négatif, c'est connecté aux entités, c'est connecté au ciblage, je pars en Floride. Et donc elle quitte son travail, elle part en Floride, et bien lui en prend parce qu'ensuite elle rencontre son futur compagnon Tom Monto, qui est un autre chercheur de vérité. Elle se construit une carrière en tant que chercheur de vérité, quelque chose qui lui plaît beaucoup plus que le travail en bureau. Elle est dans un climat bien meilleur et tout que le Midwest. Donc on voit bien que là, c'était une synchronicité négative pour pour lui faire prendre conscience, enfin, pas pour lui faire prendre conscience, pour la bloquer, littéralement. Autre exemple de synchronicité négative, on était à une visite guidée conférence et j'étais en train de parler du symbolisme derrière les graffitis, parce que derrière les graffitis, il y a tout un symbolisme occulte derrière le street art et tout. Et ça m'a été révélé par quelqu'un qui avait identifié que beaucoup de street artistes sont connectés à des réseaux sataniques, à de la magie noire, et que le street art est utilisé comme un système de contrôle mental. Alors, c'est pas tout le street art, bien évidemment, mais c'est certain. Ce qui explique du reste pourquoi on voit des graffitis sur des toits et tout, comme s'il y a des protections occultes de taggers et tout, et des graffitis qui apparaissent du jour au lendemain et tout. Et c'est quelqu'un qui nous avait parlé de ça à une visite guidée conférence, qui a tout un aspect occulte derrière le street art. Et puis lui,
Même, il avait dénoncé ça. Il avait subi des attaques de magie noire très fortes. Ses deux parents en sont morts, un de ses chats, sa copine l'a quitté. Il a perdu sa maison et tout. Enfin, et des problèmes aussi au niveau physique avec des brûlures absolument inexpliquées. Donc lui, il avait fait les meilleurs spécialistes de Paris pour essayer de comprendre pourquoi il avait des brûlures sur sa peau. Mais partout, hein, il m'avait montré, c'était impressionnant. Et les meilleurs spécialistes de Paris n'ont jamais pu savoir pourquoi. Donc il y avait un ciblage parce qu'il avait dénoncé ce qu'il y avait derrière le street art. Donc je suis en train de parler de ce témoignage et on est en train de regarder des espèces de mosaïques qui sont collées sur les murs parisiens. Là aussi, ces mosaïques sont chargées et sont faites pour charger les bâtiments. Donc on est en train de parler de ça. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est très célèbre en France, qui est connecté à une affaire qui était très connue, qui avait fait la une de l'actualité dans les années 2010-2011. Donc une affaire concernant la finance et tout. Et on voit cette personne, un des principaux protagonistes de l'affaire, qu'on ne reconnaît même pas, qui, dans un quartier très touristique de Paris, à proximité donc du Sénat, du Jardin du Luxembourg et de l'église Saint-Sulpice, il se met à écrire des phrases sur un mur, mais un mur près d'un hôtel particulier, dans un quartier très touristique, au nez à la barbe de tout le monde. Personne ne le remarque, alors que Alexis, si toi tu commençais à écrire sur un mur ou moi, tout de suite les gens appelleraient la police et tout, bien évidemment. Mais là, rien. Donc, la personne, je précise, est habillée comme un clochard. Pardon de parler comme ça, mais mal habillé salement et tout. Et c'est quelqu'un du groupe qui dit, mais c'est monsieur, on vérifie, c'est effect. Donc, il écrit un mot en graffiti. Et une personne qui était dans le groupe qui était ciblé dit, mais ce graffiti parle de ma situation à l'heure actuelle. Donc là, on voit comme une mise en scène, littéralement une synchronicité, on voit une synchronicité artificielle qui est, qui est mise en place et qui visait une personne ciblée. Ce qui est très intéressant, c'est que cette personne, une fois qu'elle a fait le graffiti, donc la personne s'éloigne et après on ne la voit plus, comme si la réalité avait été manipulée, comme si la réalité mettait en place, créait des scénarios. Idem, une autre synchronicité encore. Quand la personne donc témoignait par rapport à son vécu avec les street artistes, elle expliquait comment elle est allée se faire exorciser dans une église, mais que les prêtres étaient connectés au réseau. Donc même là, pour qu'il aille à cette église se faire exorciser et qu'il tombe dans une église qui était connectée au réseau qu'il était en train de dénoncer, réseau de magie noire connecté aux street artistes, c'est une chance sur des millions. Il nous le dit, je ne comprends pas du tout, alors que c'était quelqu'un qui était dans le milieu de la comptabilité, de la finance, pas du tout ouvert sur le paranormal. Et donc après, il a compris que le prêtre, au lieu de lui faire des exorcismes, lui faisait encore plus de magie noire. Enfin, tu vois un petit peu la chose. Il témoigne, on est 7-8 personnes à la visite, il est en train de témoigner. Au moment où il témoigne, et c'est un dimanche, il y a deux prêtres en soutane qui passent derrière, des prêtres en soutane. Ensuite, il y a des jeunes qui arrivent et qui commencent à chanter des chants religieux. Des témoins de Jéhovah qui passent et qui commencent à distribuer leurs flyers. C'est surréaliste. Et en plus, un dimanche, alors que le dimanche, ils ne distribuent jamais. Alors, est-ce que les témoins de, est-ce que les témoins de Jéhovah et et le prêtre et les prêtres exorcistes et les jeunes qui chantaient des chants religieux, est-ce qu'ils étaient conscients et connectés au réseau? Pas du tout. C'est des manipulations par des pensées intrusives, par reprogrammation de la réalité pour que ces personnes passent devant. Un petit peu comme dans le film Le Truman Show,
Sauf que c'est par le biais de pensée intrusive, par le biais de reprogrammation de la réalité. C'est littéralement des scénarios qui sont mis en place. Alors, je vais te raconter aussi d'autres choses. Des scénarios chez les personnes ciblées sont mis en place. Une journaliste, par exemple, ciblée, donc journaliste aussi connue, qui avait témoigné, donc je tairai le nom, elle avait expliqué que toute sa vie, donc elle a compris qu'elle était ciblée depuis très très jeune. Ensuite, ça aboutit bon, à la perte. Après, son mari est mort de manière absolument terrible et pour elle, c'était connecté à son ciblage et tout. Et elle explique que toute sa vie, elle était ciblée par rapport au mythe d'Isis. On lui faisait revivre la vie d'Isis. Donc, quand elle était, la vie, oui, oui, c'est ça, d'Isis et d'Horus, quand elle était jeune et quand elle était plus âgée. Donc, des scénarios de mythes sont mis en place pour le ciblage. Et c'est très, très subtil, toutes ces synchronicités. D'autres synchronicités, notamment pour des personnes ciblées, mais pas que, sont mises en place où littéralement des entités vont programmer des scénarios de films, des scénarios de leurs séries préférées dans leur vie quotidienne. Donc, et ça, c'est connecté à une espèce de jeu des entités. Par exemple, une personne ciblée a témoigné que tous les jours, ou presque, elle vivait des scénarios liés à ses séries préférées dans son quotidien, mais des scénarios désagréables. Mais maintenant qu'elle a compris ça, elle a réussi à transcender ça. Et les synchronicités artificielles, il y en a un petit peu partout. Nous-mêmes hier, on était en train de, de parler donc d'un d'un manga qui est connecté à des parasites. Donc on en parlait à la conférence. Et là, on est devant une vitrine d'un magasin donc de manga voilà qui était en train de s'ouvrir, du reste qui est même pas fait. Et dans la vitrine, il y a le manga dont on est en train de parler, alors que c'est un manga parmi d'autres. La version japonaise de ce manga, comme une synchronicité, voilà, c'est vraiment des petits scénarios comme ça qui sont liés ou aux entités ou connectés à la conscience qui peut rééditer ça. Donc pourquoi il y a des synchronicités? Parce qu'on est dans une réalité matricielle, une réalité qui est totalement programmée, une réalité programmable qui fonctionne comme une simulation extrêmement sophistiquée. Et ça, c'est vraiment la chose fondamentale à comprendre. Quand on regarde les grands événements de l'actualité, on se rend compte qu'il y a il y a des synchronicités, notamment au niveau numérologique, que l'on retrouve partout. Par exemple, l'événement de 2001 et l'événement de 2020 sont complètement interconnectés numérologiquement. Il y a des numérologues qui ont montré ça avec 5 numérologies différentes, que ce soit les noms des politiques importants de l'époque, que ce soit les résultats des matchs de foot, de football américain, de basket, que ce soit même les noms d'acteurs connus des deux époques, tout est synchronicité et tout est connecté numérologiquement. Et il y a un numérologue américain, Zachary Hubbard, qui a relié les deux événements par par 5 numérologies différentes, et il s'est rendu compte que tout était absolument interconnecté. Et ça montre bien que notre réalité est programmée. Par exemple, il y a un numérologue qui vient à nos visites guidées conférences, numérologue franco-serbe très sympathique, du reste que je salue s'il est là. Et un jour, il a commencé à nous faire des démonstrations de numérologie avec le français, l'anglais et le serbe. Et en fait, alors, j'ai rien compris parce que c'est complexe, mais il a montré que tous les mots de la langue française, de la langue anglaise, de la langue serbe sont connectés à Lucifer en numérologie. Donc, on voit bien.
Voilà, et si c'est le français, l'anglais, le serbe, c'est toutes les langues et c'est connecté au chiffre 6. Donc je sais pas comment il est arrivé à ça, mais voilà. Il nous a montré les calculs et tout, des calculs hyper importants. Du reste, il y a une chaîne, la chaîne de D Gematria, qui fait la connexion entre les différents événements de l'actualité. Par exemple, il a fait la connexion entre la tragédie de Crans-Montana, donc comme connexion numérologique, et les événements du Venezuela. C'est très impressionnant et c'est très scientifique. Donc on voit bien qu'on est dans une réalité programmée. Ça explique pourquoi ça explique pourquoi il y a ces synchronicités. Même on regarde par exemple la mort de Kennedy et la mort de Lincoln, tout est connecté à des synchronicités. Et ça, c'est quelque chose qui est c'est absolument inexplicable. Et on retrouve, et ça montre bien qu'on est littéralement dans un, dans un programme. Par exemple, il y a un album d'Astérix, Astérix et la Transitalique, qui montre qui décrit l'événement de 2020, mais qu'il décrit vraiment comment l'événement est venu, donc comment l'événement s'est propagé en Europe. Et ça part donc du nom d'un d'un conducteur de char italien qui porte le nom de l'événement 2020 qui vient d'Italie et qui avance masqué. Donc, tu vois un petit peu, tu vois un petit peu où on en est. Donc, les gens disent, ah oui, ils étaient au courant et tout, probablement parce que les gens qui écrivent comme ça des bandes dessinées sont connectés à des sociétés secrètes et tout. Mais à ce point-là, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est connecté aux pensées intrusives, c'est connecté à la nature de la réalité. Ça montre qu'on est dans une réalité on est dans une réalité qui est complètement euh, programmée, une réalité, c'est un programme. Les synchronicités montrent qu'on est dans un programme qui se joue. Donc ça va extrêmement loin. Euh, si, si les synchronicités, si notre réalité est un programme et s'il y a des synchronicités, tu penses bien que c'est une broutille de programmer, d'insérer dans la réalité des pays, de les sortir, d'insérer des personnes, de manipuler, de modifier les timelines. Alors je vais donner une autre synchronicité qui illustre ça. Je ne sais pas si tu connais l'île de High Brazil, rien à voir avec le Brésil. High Brazil, c'est une île qui a été cataloguée par des marins anglais et anglo-irlandais, peu importe, au large de l'Irlande au 19e, au 18e siècle. Donc cette île a été catégorisée. Elle était même sur les cartes entre le 18e et le 19e siècle. Elle apparaissait sur toutes les cartes. Cette île était peuplée, il y avait des villages et tout. Des marins irlandais ont débarqué dessus, enfin anglais, et ont catalogué tout ça, et ça apparaît dans les cartes anciennes. Donc, au 19e siècle, les cartographies sont refaites et des marins anglais retournent pour cartographier l'Angleterre et l'Irlande, puisque l'Irlande appartenait au Royaume-Uni à l'époque. Donc tout est catalogué et l'île de High Brazil n'existe absolument pas. Ils ne trouvent pas l'île de High Brazil. Donc, d'autres marins sont envoyés. L'île n'existe pas. Donc, l'île est enlevée des livres d'histoire. Quelques années plus tard, d'autres marins reviennent et aux mêmes coordonnées que l'île de High Brazil, ils retrouvent l'île de High Brazil avec ses villes, ses villages, ses forêts. Elle est à nouveau catégorisée. Puis après, quelques années plus tard, d'autres marins reviennent et ne cataloguent plus cette île. Devi- Donc cette île devient ce qu'on peut appeler un mythe. Elle est présentée comme une île mythique qui n'a jamais existé. Mais c'est là où ça devient très intéressant. En 1900
80, donc il y a des soldats américains, plusieurs militaires américains, je ne sais plus s'ils étaient trois ou quatre, qui vivent une rencontre rapprochée à la base de Bentwaters. Donc là, c'est une rencontre avec des phénomènes d'abduction, des phénomènes de missing time. Ça va extrêmement loin. Un des militaires américains fait une séance d'hypnose et il se rend compte que ce qu'il a rencontré, c'est pas des entités d'autres dimensions, mais c'est des voyageurs du temps, peut-être connectés à la société parallèle et tout. Et juste après donc sa rencontre, il commençait à écrire des coordonnées, des coordonnées dans son journal. Des années plus tard, des recherches sur les coordonnées qu'il écrivait ont montré que les coordonnées correspondaient exactement à l'île de High Brasil. Donc on voit bien qu'on a une synchronicité artificielle, un espèce de jeu où les entités manipulent la réalité, font apparaître et disparaître des pays. C'est comme il y a un cas qui est très bien documenté de ce voyageur qui arrive au Japon de, d'Europe dans un vol depuis l'Europe. Jusqu'à là, tout est normal, sauf qu'il montre son passeport et en fait, son passeport indique le Taured. Donc, donc, les douaniers disent, mais le Taured, c'est un pays qui n'existe pas. Et il dit, bah si, je viens du Taured. Et ils lui disent, non, non, ça n'existe pas. Donc la personne est mise en garde à vue, elle est interrogée et lui disent, mais est-ce que vous venez pas d'Andorre? Non, non, je viens du Taured. C'est quoi Andorre et tout? Il se met même relativement en colère. Donc, les douaniers japonais font des vérifications avec l'armée américaine, puisque le Japon était encore occupé par les Américains en 1956, et ils se rendent compte que son passeport correspond à tous les critères de passeport de l'époque. Donc, il y a un papier spécial et tout, comme tu sais, pour les passeports, qui est international. Donc là, c'est pas un faux passeport, mais le pays n'existe pas. Donc, et l'homme commence à leur dire, mais laissez-moi partir et tout ça, j'ai mes réunions, mes choses. Et il leur montre, et ils disent, non, non, votre pays n'existe pas. Et là, il leur montre un chèque Banque du Taured. Donc c'est pareil, les douaniers font des vérifications sur la Banque du Taured, et la Banque du Taured n'existe, et la Banque du Taured n'existe pas. Mais le chèque est authentique, c'est le même papier que pour les chéquiers classique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, c'est vraiment quelque chose de très 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 bizarre. Donc ils peuvent pas l'arrêter puisqu'il n'a pas fraudé ni rien. Donc ils le mettent dans un hôtel en résidence surveillée en attendant qu'ils en sachent plus. Et là, il disparaît. Donc pour moi, le Taured, c'est un pays qui existait, qui a été déprogrammé de la matrice, et les subconscients des gens par rapport à ce pays ont été complètement déprogrammés. C'est exactement pareil avec ce qui s'est passé quand il y a eu le reset de la Tartaria. Comme on est dans une matrice, la timeline Tartaria était la réalité consensuelle. Quand il y a eu le reset, euh, qui est beaucoup plus récent qu'on ne le dit. Je dirais 1840 à 1860 pour diverses raisons, parce que c'est une période où il y a beaucoup de phénomènes paranormaux, beaucoup de phénomènes de poltergeist, beaucoup de phénomènes de disparition, d'apparition mariale. Et quand il y a des phénomènes paranormaux comme ça correspond à des resets. Donc pour moi, le reset de la Tartaria, c'est pas un cataclysme, c'est pas, c'est pas un cataclysme, c'est un reset total. Autrement dit, du jour au lendemain, la réalité a été totalement transformée. Donc toi, Alexis, tu serais en train de... S'il y a un reset maintenant, on est en train de parler, et en une seconde, on se retrouve tous les deux dans des vies différentes. Moi, je peux me retrouver dans un autre pays. Toi, tu peux te retrouver en train de faire autre chose. On n'est plus mariés avec nos femmes, nos compagnes et tout. On se retrouve avec d'autres personnes et on ne se rappellerait de rien, puisqu'il y a une reprogrammation du subconscient. Les resets, c'est ça.
Et pourquoi je parle? Et ça, c'est comme un jeu vidéo, quand un jeu vidéo est reprogrammé, quand il y a une mise à jour, l'ancienne version disparaît purement et simplement. Là, c'est pareil, la timeline Tartaria a disparu. En tout cas, l'information est toujours là, mais ce n'est plus notre réalité consensuelle. C'est remplacé par une autre réalité. Et donc, quand il y a eu le reset, les gens se sont retrouvés avec avec des souvenirs nouveaux. Mais comme la conscience est au-delà des reprogrammations des entités sans un, certaines personnes se rappelaient de l'ancienne timeline Tartaria, d'où les énormes asiles de fous, d'où les workhouse, les maisons du travail qu'il y avait en Angleterre, ça s'appelait autre chose en France et en Europe, mais il y avait ça, où les personnes en gros, subissaient du contrôle mental absolument abject et tout, pour effacer leur mémoire. Et beaucoup étaient tués. C'est pour ça ensuite qu'il y a eu du clonage pour repeupler les gens, les trains d'enfants et tout. Donc, le reset, ça s'explique parce que si les entités peuvent programmer des synchronicités artificielles, elles peuvent littéralement reprogrammer des resets. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on retrouve quand il y a des manipulations de la réalité, on retrouve très souvent des synchronicités artificielles. Ça c'est vraiment le jeu des entités non humaines. Il y a beaucoup de synchronicité, de synchronicité d'événements qui ne sont pas normaux. Par exemple, dans les cas de disparition, David Paulides donc a recensé énormément de cas de disparition et il n'a recensé que le sommet de l'iceberg. Mais dans ces disparitions, il y a toujours ces phénomènes de manipulation de la réalité, je dirais pas de synchronicité, mais où les gens sentent que la réalité est manipulée. Par exemple, par exemple, juste avant alors je vais te raconter un cas qui a été, qui a été présenté par Jeff Nadalny, un chercheur américain, qui est connecté à des disparitions et où on voit comment la réalité est manipulée, reprogrammée. Donc, ça se passe relativement récemment, en 2017-2018. C'est un groupe de 4 jeunes, 2 garçons et 2 filles, qui font une randonnée en Alaska. Et l'Alaska, c'est connu pour son triangle, le triangle de l'Alaska, où il y a énormément de disparitions. Quand il y a donc où il y a énormément de disparitions, de choses comme ça. Donc, c'est les 4 jeunes partent, ils sont insouciants et tout, et les 2 jeunes filles marchent devant les garçons qui traînent, qui discutent, qui traînent et tout. Donc, elles se disent, bon, nous, on va continuer sans nos copains, ils sont paresseux, elles marchent devant. D'un coup, elles voient les 2 garçons qui partent en courant comme des flèches et qui les dépassent, qui ne les remarquent même pas. Donc là, mais ils nous ont fait un mauvais coup. Et ils se moquent, ils nous ont fait un mauvais coup, ils se moquent de nous. Ok, et donc, bon, elle continue à marcher, mais au bout quand même de demi-heure, les garçons n'ont pas donné signe de vie, ne sont pas revenus et tout. Donc là, elle commence à s'inquiéter pour leur conjoint, parce que c'était 2 couples en fait. Et elle commence à appeler leur conjoint, pas de réponse, pas de réponse. Et là, elle commence vraiment à paniquer. Elles se disent, mais ils sont partis, ils sont perdus. Donc, à un moment donné, les 2 jeunes filles se retrouvent dans une clairière. Et là, elles sont en train de marcher, de faire le tour de la clairière, voir s'ils n'ont pas pris des sentiers, parce que c'est une clairière où il y a des sentiers qui partent. Et du coup,
Du coup, elles ne font pas signe de garçon. Donc, il n'y a pas de signe de garçon. Donc là, à ce moment-là, il y a une des filles qui décrit que la réalité change totalement. Donc, des arbres disparaissent et sont remplacés par des rochers. Les arbres sont à des positions différentes en une seconde. Et là, sa copine n'est pas là. Donc là, elle est complètement effrayée et et donc du coup, pendant ce temps, il y a des recherches qui ont été lancées, mais les recherches ne sont pas menées par les rangers comme c'est le cas. Elles sont menées par les militaires. Et la jeune fille est retrouvée par les militaires. Et elle décrit l'expérience, elle décrit ce qu'elle a vécu au militaire et tout. Elle est complètement déshydratée, mais c'est pas comme si elle avait passé 24 heures dans la forêt. Voilà, il y a un trou, parce que c'est quand même 24 heures dans la forêt ou 48 heures toute seule. Ses vêtements sont trop propres et tout en étant déshydratée. Donc il y a des manipulations avec le temps. Elle dit aux militaires, aux militaires, ben voilà, ce qui s'est passé. Elle est complètement choquée. Donc les militaires la croient et ils suivent la direction dont elle a parlé. Et et ils appellent leur supérieur pour dire à leur supérieur ce qui s'est passé. Les militaires sont alors, euh, comment dire ça? Il y a d'autres militaires qui sont envoyés, des militaires qui ne connaissent pas d'un autre bataillon, des militaires beaucoup plus âgés qui ont peut-être 40 ou 45 ans, et eux prennent en charge toutes les recherches. Et ils savent exactement où aller. Quelque temps plus tard, ils retrouvent les cadavres des deux garçons et de la copine de la fille. Et ces cadavres étaient dans un endroit de la forêt où il y avait un géant de 5 à 6 mètres de haut, qui était roux aux yeux bleus, avec 6 doigts, qui correspondait aux descriptions de Néphilim dans la Bible. Donc du coup, l'armée abat le géant, et ensuite, il y a un blackout total qui est mis, qui est mis sur le sujet. Donc on voit bien la connexion entre ces entités, les manipulations du temps et la reprogrammation de la réalité. C'est pas un cas de synchronicité artificielle à proprement parler, mais c'est une reprogrammation de la réalité. Et dans beaucoup de cas de disparition, il y a des synchronicités artificielles. Par exemple, il y a un jeune homme qui disparaît. Il y a un jeune homme qui disparaît donc à New York. Il est retrouvé près d'une centrale électrique. Son corps est retrouvé près d'une centrale électrique dans l'eau. La centrale électrique s'appelle Ibu. Elle est connectée au nom Ibu. Euh, les parents reçoivent ensuite, quelque temps plus tard, une lettre anonyme avec la tête d'un pigeon, donc l'oiseau. Et puis il y a aussi une autre synchronicité avec le hibou, les oiseaux. Donc là, on voit bien qu'on qu'on n'a pas affaire à une disparition classique, on a affaire à à une disparition connectée aux entités. C'est les disparitions liées à l'eau, où des personnes sont typiquement enlevées dans des bars et ils sont retrouvés morts dans l'eau. Simplement dans ces disparitions, les caméras de surveillance ne filment pas qui les enlève. Ensuite, les personnes sont retrouvées dans l'eau, mais elles ne sont pas mortes dans l'eau. Il y a des policiers qui ont prouvé que ces personnes sont mortes et ont été séquestrées quelque part. Il y a des phénomènes de synchronicité artificielle dans le cas de ces disparitions. Euh, c'est aussi connecté souvent à des lieux qui sont réputés être, être hantés, des lieux qui sont connectés à l'occulte dans de nombreux cas. Et donc là, il y a une connexion
avec les abductions, une connexion aussi avec les réseaux sataniques. Et toujours pareil, il y a toutes ces synchronicités artificielles, des phénomènes de reprogrammation de la réalité. Et ça, il y a une chaîne justement, The Paranormal Files, qui a fait une enquête sur ça. Et voilà, c'est éloquent. Il y a toute une connexion avec la numérologie aussi, avec le profil de personne et tout. Donc, ça peut être des facteurs, des groupes de satanistes qui font disparaître une personne, mais derrière ça, il y a les entités. Il y a trop de synchronicité, il y a trop de, il y a trop de synchronicité, trop de phénomènes où les personnes, où, où les caméras de surveillance ne fonctionnent pas et tout. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'implications. Il y a aussi des phénomènes, il y a aussi des concentrations énormes de GHB dans le sang. Et ces concentrations, ça ne vient pas de prise de drogue, ça vient d'un choc absolument terrible. Et toutes les personnes parfois qui appellent avant ce genre de disparition parlent d'entités et tout, parlent d'entités, de gens bizarres qui les suivent et qui ne sont pas humains, donc c'est multifactoriel. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a très souvent l'élément synchronicité là-dedans. Donc on voit les synchronicités, voilà, on voit que les synchronicités artificielles, ça montre que notre réalité, c'est littéralement un programme qui se joue. Ça montre que notre réalité est reprogrammée. Donc, quel est le but de ces synchronicités artificielles? Le but, c'est déjà de vampiriser le louche. Parce que quand une personne est manipulée par les synchronicités, à rencontrer un love bite et à tout quitter, donc ça crée de l'énergie de dévotion qui nourrit les entités sans âme. Ensuite, le love bite est déconnecté, il n'a plus de sentiments pour la personne, donc ça crée une tristesse qui nourrit les entités sans âme. Est-ce que tu t'imagines un peu, Alexis, la quantité d'énergie qui est vampirisée par les entités sans âme? De même, une personne ciblée, elle est manipulée par ses synchronicités, et si elle ne connaît pas le ciblage, si elle ne connaît pas les entités, elle va penser qu'elle est folle, alors qu'elle n'est absolument pas folle. Et ça va, ça va nourrir les entités, le sentiment de culpabilité, de peur et tout, ça va nourrir les entités. Et en même temps, il y a cet aspect je pervers. Ensuite, il y a une contactée qui m'a dit de ne jamais, jamais oublier que les entités mènent aussi des expérimentations, que notre réalité, c'est un champ d'expérimentation pour extraire un maximum de louche et où elles expérimentent avec nous. Donc il y a un aspect jeu pervers, il y a un aspect expérimentation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours tenir en compte. Voilà, il y a cet aspect-là. Il y a aussi cette, il y a aussi cet aspect euh, de jeu où elles jouent avec nous, où elles reprogramment la réalité pour jouer avec nous, d'expérimentation. Donc ça, c'est très très important. C'est un petit peu comme dans le film Cube, les gens se retrouvent pris dans un cube et en fait, il n'y a pas de but si ce n'est prendre l'énergie, prendre le louche. Et pour moi, il y a ce facteur de vampirisme psychique extrêmement important. Après, il y a des synchronicités artificielles qui sont des glitches dans la matrice, puisque il peut se produire aussi des glitches dans la matrice, exactement comme dans un jeu vidéo, il y a des glitches, des bugs et tout ça. Et il y a des synchronicités qui viennent de la conscience. Et tout l'art est de savoir quelles synchronicités viennent de la conscience, quelles synchronicités viennent des entités, de la nature même de la réalité. Et le problème, c'est que, à part si on est vraiment très conscient, on ne peut discerner les deux que au résultat final. Donc, si c'est bon, ça vient de la conscience. Si c'est mauvais, ça vient de la réalité. D'où l'importance d'être conscient, de se connecter à la conscience pour pouvoir justement, euh,
pour pouvoir discerner entre les deux types. Et ça passe par un travail sur soi, identifier les pensées qui viennent de nous, identifier les pensées qui viennent des entités sans âme. Ça passe aussi par vraiment se focaliser sur une chose donnée à chaque fois pour être un maximum conscient, pour pas que le subconscient prenne le relais subconscient par lesquels passent les entités sans âme, les pensées intrusives. Donc ça passe par un énorme travail sur soi, de connaissance de soi pour identifier sa conscience. Une fois qu'on est conscient, on peut discerner entre les différents types de synchronicité. Mais c'est pas quelque chose d'aisé, mais ça vient de la conscience. Et les synchronicités naturelles viennent de la conscience. Pourquoi? Parce que la conscience peut transcender le programme de la matrice. Par exemple, quand on tire le tarot, ça donne une photo de la matrice au tenté, mais c'est pas un fait accompli. Ce que beaucoup de tarologues ne disent pas. Pour beaucoup de tarologues, c'est oh, ton jeu est terrible, ça va être terrible ce qui va se passer. En fait, ça donne une photo de la matrice à un tenté. Si l'on est conscient que c'est une photo de la matrice au tenté, on peut utiliser notre conscience pour transcender ça. Et la bonne astrologie, ça lie la matrice, mais par la conscience, on peut toujours transcender le programme de la matrice. Et parfois, la conscience va offrir des synchronicités naturelles pour transcender les programmes de la matrice. Mais c'est à nous de les discerner. Et là, je vais te donner un exemple de synchronicité naturelle qui est vraiment magnifique. Donc, c'est une dame, donc c'est en 1998, et j'étais allé avec mes parents dans le Lake District. Donc, c'est une région à la frontière de l'Écosse. Et dans ce gîte rural, donc on était avec la famille qui avait le gîte rural, qui étaient des gens très sympas. Comme je commençais à découvrir vraiment l'ésotérisme, même ça faisait déjà 5 ans que j'avais découvert ça, je voulais parler d'ésotérisme avec les gens. J'en parlais à tout le monde à l'époque. Simplement, les gens n'étaient pas très ouverts sur le sujet. Très sympas, ils n'étaient pas ouverts. Et le soir, ils avaient invité des amis parce que comme on était 5, ils ont dit si on fait de la cuisine pour 5, autant en faire pour 7. Donc ils avaient invité 2 de leurs amis. Et là, j'ai tout de suite accroché avec la dame, donc la femme du couple d'amis. Elle devait avoir peut-être à l'époque soixantaine d'années, 60, 70 ans, mais dame âgée, relativement âgée, mais très très sympathique, très ouverte d'esprit. Et on avait commencé à parler d'apparitions religieuses, de choses comme ça, et puis on parlait de l'apparition de Fatima et tout, on avait échangé nos points de vue sur ça, donc je voyais bien que c'était quelqu'un d'ouvert. Et elle m'a dit, j'ai un cas hyper intéressant à te raconter, qui me concerne directement. Donc elle a dit, avant de connaître mon mari, j'étais mariée et j'avais un fils. Malheureusement, quand mon fils avait 5 ans, il est mort. Donc, mort, je sais plus de quoi, de maladie ou d'accident. Je crois peu importe, il est mort d'une longue maladie ou d'un accident, je sais plus, mais il est mort. Donc, ça a été la chose la plus terrible qui soit. D'autant plus que mon mari est décédé pas longtemps après. Donc, en quelques années, elle perd son fils et son mari. Donc elle se retrouve totalement seule, totalement brisée et tout. Et la dame, elle essaye de se reconstruire. Donc elle passe par la religion et tout ça. Et puis elle entame un vrai travail sur elle pour se reconnecter à la conscience et tout. Donc c'est très long, mais elle y arrive. Et 10 ans plus tard, elle rencontre son second mari, qui était branché sur donc son second mari, le monsieur qui était venu, qui était branché comme elle sur la spiritualité et tout ça. Donc voilà, elle était très contente et c'était quelqu'un qui était trop âgé pour être enceinte. Donc elle a dit,
elle remerciait vraiment Dieu, la source, d'avoir retrouvé un mari, mais voilà, elle avait toujours le regret de, elle avait toujours un regret par rapport à son fils et tout, ce qui est absolument normal. Et un jour, elle tombe enceinte. Donc, elle tombe enceinte. Et c'était inattendu parce qu'elle était trop âgée pour tomber enceinte, mais elle tombe enceinte. Donc là, elle est super contente et tout. Et elle doit accoucher à une certaine date. Simplement, simplement, elle accouche prématurément, un mois avant. Et c'est, et elle commence à accoucher le jour même où le jour de l'anniversaire de la mort de son fils, qui était mort, je crois, à 11 heures le matin. Peu importe. Donc là, elle se dit, peut-être que le bébé naîtra à 11 heures. Peut-être qu'il naîtra à 11 heures. Et là, à 10h30, il y a un, un petit garçon qui naît, relativement petit, mais en bonne santé, qui naît. D'autant plus voilà, un mois à l'avance, mais en bonne santé qui naît. Donc, félicitations, madame et tout. Donc, elle est en train de pleurer de joie et tout. Et d'un coup, à 11h15, donc, elle ressent des douleurs terribles à nouveau et tout dans le ventre, mais terribles. Et là, elle reprend des contractions. À 11h30 précise, un deuxième petit garçon naît, lui aussi en parfaite santé. Donc, elle a dit, le jour de l'anniversaire de la mort de mon fils, euh, j'ai eu j'ai eu un cadeau génial, j'ai eu deux pour le prix d'un. Et elle pleurait presque en disant ça. Comme si une synchronicité, comme si une synchronicité positive on peut pas remplacer, mais comme si une synchronicité positive lui avait donné deux pour le prix d'un, tu vois. C'était un truc, vraiment une super histoire. Rien que d'en parler, ça me fait toujours des frissons. Et ça, c'est des synchronicités qui sont connectés à la conscience. C'est comme, voilà, il y a aussi des cas de synchronicité comme ça. C'est comme quelqu'un, il trouve à proximité d'un arbre un, un tableau. Et c'est quelqu'un qui était spécialiste de tableaux et tout. Et puis il se dit, mais ce tableau, ça correspond à un grand maître, je dirais pas le nom du peintre, mais un grand maître ou un de ses élèves. Mais c'est un truc de fou, les gens ils balancent n'importe quoi, parce qu'il faut savoir que il y a beaucoup de familles riches qui ont des tableaux qui sont faits par des artistes avant qu'ils ne deviennent célèbres. Ils vont dans des greniers, et puis après les gens virent les greniers ou font des brocantes, et puis il y a des tableaux qui vaudraient potentiellement des millions d'euros qui se retrouvent jetés et tout. Donc si tu vois un tableau, Alexis, prends-le, on sait jamais, tu vois. Donc cette personne, mais il dit, et il connaissait l'art, il se dit, c'est tel grand maître, c'est un truc de fou. Donc il se dit, mais c'est son style et tout, ou du moins le style d'un de ses élèves, en tout cas. Et plus loin dans la rue, il, s- il voit deux cartes à jouer qui sont retournées, tu vois. Donc, donc il se dit, si c'est l'as de cœur et l'as de trèfle, alors je sais plus quelle carte c'était, mais il se dit, si c'est ces deux cartes-là, le tableau, ça vient de ce grand maître. Il retourne les cartes et c'est les deux cartes qu'il avait dit. Donc, ensuite, il rencontre un spécialiste de ce peintre et le spécialiste de ce peintre lui dit, bah, il y a une forte possibilité que ça soit ça. Donc, il essayait de faire authentifier ce tableau. Après, le problème, c'est les familles des artistes ne veulent pas authentifier les tableaux, donc c'est une procédure très longue, mais il était en train de faire authentifier le tableau. Et il y avait un expert qu'il avait rencontré
qui avait donné un premier verdict que ça avait de fortes chances d'être un tableau authentique. Donc là encore, on voit l'élément de synchronicité. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est que cet ami avec qui j'ai perdu contact depuis, il était fasciné par ce peintre et il écrivait même des chansons sur ce peintre et tout avant qu'il trouve le tableau. Donc, tu vois un petit peu, c'est vraiment des synchronicités positives. Donc, il y a les deux types. Mais ce que montrent les synchronicités, et ça c'est important, c'est qu'on est dans une réalité matricielle, programmable. Ça, mon- Beaucoup de synchronicités négatives sont connectées au ciblage en réseau, aux abductions, au jeu des entités et ont comme but de mettre dans des voies de garage pour vampiriser de l'énergie de dévotion, du louche et pour à terme prendre l'âme. Donc ça, c'est très important. Mais il y a aussi les synchronicités positives qui viennent de la conscience et qu'on peut justement transcender et ces synchronicités positives permettent de transcender la matrice, puisque la conscience peut transcender la matrice. Simplement, c'est faire la différence entre synchronicité négative et positive, c'est pas très facile. C'est pour ça que c'est hyper important de se connecter à sa conscience, de faire un travail sur soi pour transcender le programme de la matrice. Donc, tu vois, Alexis, les synchronicités, c'est un vaste programme et on n'a que éraflé, on a fait qu'érafler un tout petit peu de ça. Mais c'est un vaste programme. Et je pense, Alexis, que toi-même, tu avais un témoignage sur les synchronicités. Et oui, et mais mon Dieu, mais déjà merci, hein, c'est super intéressant ce que tu viens de nous dire. Moi, je bois tes paroles aujourd'hui d'ailleurs. Je bois de l'eau, mais je bois aussi tes paroles. Plus que jamais aujourd'hui, ça m'intéresse, mais au plus haut point, parce que c'est vraiment un sujet qu'on a déjà évoqué parfois parcimonieusement dans certains sujets que tu as traités et d'autres sujets. D'ailleurs, je ramène les gens à aller revoir ou voir ou découvrir ce phénomène que tu connais, hein, qui est celui de Jean Romier, le fameux Parisien qui, s'est- qui avait paumé je le fais en cours, qui avait paumé son briquet chez un voisin qui l'avait invité à un petit concert de chambre, tu sais. Oui, un étudiant en médecine. Voilà. Et il oublie donc il rentre après minuit, un peu comme Cendrillon. Et en fait, il se rend compte qu'il oublie son briquet. Et en fait, en ressonnant, en refrappant, en retoquant à la porte de ce monsieur, ben, il se rend compte qu'il n'y a personne. Et pour cause, ben, le lendemain, avec le propriétaire, ils vont visiter l'appartement. Et il n'y a absolument rien. Il y a des meubles poussiéreux. Il n'y a plus personne. Et ce monsieur, en fait, est décédé depuis très longtemps. Et donc, ce qui en gros, bah, comme dirait Einstein, en plus, comme Albert Einstein a connu ce phénomène à l'époque, il a entendu parler de ça. Et lui, il a dit, bah, ce jeune homme est tombé dans une faille spatio-temporelle, comme on dégringole en fait un escalier, quoi. Vraiment comme s'il avait vraiment sauté une marche, voilà, dans un autre espace-temps. Et en plus de ça, ce phénomène, c'est historique parce que en plus c'est documenté et c'est répertorié dans les archives donc de la police de cette préfecture qui est je sais plus lequel, enfin bref, à Paris. Et voilà, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous l'avez pas vue. Vraiment, Jean Romier, ça c'est vraiment l'homme à la redingote d'ailleurs, ça s'appelle, voilà. Et c'est ce qu'on disait en off, c'est de toute façon un sujet super intéressant ce que tu nous proposes aujourd'hui parce que il est synchronisé, c'est le cas de le dire, avec plein d'autres sujets interconnectés avec plein d'autres sujets que tu présentes, que d'autres intervenants présentent aussi. Et encore une fois, je trouve que c'est une branche de compréhension pour pour justement comprendre ce qu'est la matrice. Parce que sinon, bon, la matrice, pour certains, ça peut être flou, hein, ça peut être, voilà, même nous, hein, même Paul et moi, on n'est pas, voilà, on a beau avoir plein d'éléments, on n'est pas pour autant à même à dire ce qu'est réellement la matrice. Sinon, c'est ce qu'on a compris, une programmation. Et ça, c'est vrai que autre petite parenthèse aussi, avant que je ne raconte mon histoire, c'est que euh,
tu sais, il y a un avocat qui était, enfin, il y a, non, hein, il y a un type qui était devenu avocat par la suite, qui était d'abord auteur à l'époque, et qui était venu chez Thierry Ardisson parler de la mort de Coluche. Comment ça s'était passé d'après des témoignages et ce que lui en tirait. Alors, il faisait pas une conclusion, mais avec tout ce qu'il a raconté, c'est une vidéo qui, je pense, est encore visionnable. Je pense sur Internet, je mettrai le lien au pire. Euh, et, euh, et à l'époque, on ne savait pas encore qui était le bonhomme qui était dans le camion, qui aurait cogné Coluche à l'époque. Et il s'avère qu'en fait, son nom de famille, c'est Ardisson. C'est quand même formidable. Je veux dire, t'as le type qui écrit un bouquin, qui présente la mort de Coluche, bouquin qui est introuvable d'ailleurs, hein, on se demande pourquoi. Et il présente ça dans l'émission chez Thierry. Et en fait, à l'époque, on savait pas encore le nom du chauffeur, et c'est Ardisson. Enfin bref, si ça, c'est pas une Ah oui, synchronicité. Donc déjà, ça, c'est déjà un c'est truc. un truc de fou. Voilà. Et alors, moi, mon histoire, bah, ça va être vite fait. En fait, il y a des années, donc je me souviens plus trop des éléments, malheureusement. J'étais à Bruxelles et j'avais vu, je crois, j'avais vu auparavant, parce que j'étais déjà sur Facebook, c'était quand voilà, j'étais déjà sur les Sentiers du Réel, je faisais déjà cette émission euh, depuis 2015, hein, entre parenthèses. Et donc, je vois quelque chose je vois une espèce de publicité, enfin quelque chose sur Facebook, en tout cas une image qui me parle. Et je crois, si je me souviens bien, que c'est un monsieur qui traverse avec son enfant. Mais je ne sais plus ce qu'il fait exactement dans la publicité. Je ne sais plus exactement quel le, le, le- le but, ouais, la signification, le message passé dans cette publicité. Je ne sais absolument plus. Toujours est-il que le lendemain, on va dans une commune avoisinante et avec ma femme donc et on est en voiture. Et je vois ce bonhomme, enfin je vois ce bonhomme, tu vois, je le dis comme ça, comme si c'était lui, mais je vois un type avec son enfant et il marche de la même manière et de nouveau, je sais plus non plus exactement quel événement il se passe, mais c'est exactement ce que j'ai vu dans la publicité en fait. Tu vois, c'est comme si c'était un tableau, comme une image GIF, enfin un GIF, une simple image qu'on voit sur Facebook quand on surfe bêtement là, et je vois exactement à peu près le même angle, le même. Alors, le bonhomme n'avait pas la même couleur de vêtements, heureusement, enfin, pas à ce point-là. Mais c'est quand même. Non, non, mais pour vous, ça peut paraître anodin quand on raconte ça, parce que c'est pas. Voilà, ça vous parle pas forcément. Mais quand c'est vous qui le vivez, et dites-nous, hein, à Paul et à moi, si vous avez eu ce genre de synchronicité, quand ça vous arrive, il n'y a rien à faire, vous le vivez au centuple. Et vous le vivez, et vous pouvez raconter ça à n'importe qui. Et bien, de toute façon, voilà, comme une apparition d'OVNI, etc., il ne va jamais vivre ce que vous avez vécu. Parce que ça vous est complètement lié à vous-même. C'est, c'est ciblé limite, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu nous as présenté aujourd'hui, parce que il y a ce qu'on voit effectivement, euh, des synchronicités, des mondes parallèles, ça, bien sûr, mais des synchronicités qui sont à la fois globales. Bah, par exemple, comme l'île que tu nous as présentée, enfin le pays Torred, voilà, qui a été reconnu par des personnes et qui n'est pas reconnu par d'autres personnes. Donc je veux dire, là, il y a un mouvement de masse contre un autre mouvement de masse au niveau de la perception des choses. Ça, c'est très important. Ça, c'est global, je dirais. Et puis, il y a vraiment ce qui nous arrive au niveau individuel. Par exemple, les fameuses heures doubles dont je parlais au début, 10h, Oui, ça c'est 22h22, en plus, selon les chiffres, voilà, ça a plus de signification au niveau symbolique. Mais il y a ça. Alors, il y a aussi les fausses synchronisations, comme je le disais aussi en off avec Paul, qui, sur Facebook notamment, ou tout autre réseau social ou asocial, comme tu dis Paul souvent, où effectivement, eh bien, tu parles d'un truc et à l'instant T, ou quasiment même pas 2 minutes après, tu as une publicité concernant ou un article concernant ce dont tu parlais. Ben ça, c'est des synchronicités liées à l'IA. Par exemple, j'ai un cas très concret. C'était un couple, ils étaient dans leur voiture, les téléphones éteints, je précise bien, éteints. Donc, pas hors ligne même, mais éteints. Et ils étaient en train de parler de pain. Donc, de différents types de pain, de boulangerie et tout.
Ils ouvrent Google et il y a plein de publicités pour du pain. Donc ça peut paraître anodin, mais ça, on voit bien que c'est les IA qui écoutent et qui mettent des publicités. C'est des publicités à leur goût, des synchronicités artificielles, mais de chez artificiel. C'est un type aussi de synchronicité. Et ça c'est important de le dire parce que quelqu'un qui n'a ni l'idée même de la technologie, qui l'intelligence artificielle pour lui ou pour elle n'a aucune importance et même limite ne connaît même pas sa présence et son existence, c'est important de se dire qu'il y a des gens qui vont peut-être dire ah bah tiens ça c'est marrant ça on parlait justement de ça et regarde on me propose un article ou une publicité sur ça. Là ils vont penser que c'est une synchronicité mais non en fait c'est parce qu'on vous écoute, c'est parce que et on vous écoute mais je dirais même mieux que ça. Euh, J'ai eu un autre exemple aussi, et je ne sais plus exactement, malheureusement, je m'excuse, hein, j'ai oublié tout ça, ou alors on m'a fait oublier tout ça. J'ai eu aussi, ça je sais pas si ça vous est arrivé, et toi Paul aussi, euh, c'est, euh, ce sont, alors là pour le coup, euh, c'est, tu viens de le dire, notamment avec le pain, la boulangerie, mais aussi ce sont des idées au- avec lesquelles tu ne t'exprimes pas. T'as par exemple une idée dans ta tête, t'as un truc qui vient dans ta tête, une pensée, hein, précise par rapport à quelque chose. Et là aussi, Facebook t'annonce, te montre ce que tu as pensé. Et là, ça devient plus effrayant. Et là, je l'ai eu une fois, je ne sais plus encore une fois de quel exemple il s'agissait, et ça s'est encore passé il n'y a pas si longtemps. Et là, c'est plus avec la parole, c'est plus avec le texte, parce que même quand tu écris, hein, même quand tu crées à quelqu'un dans les messages privés, il y a même des mots-clés qui sont réutilisés dans ce que vous dites au niveau des messages privés et qui sont réutilisés pour vous proposer, encore une fois, un article, une publicité par rapport à un post, comme on dit hein, sur Facebook, par rapport à ce que vous disiez en MP, alors que c'est censé être quand même relativement privé, mais voilà, pas tant que ça, ça on le sait. Mais là, le problème, ça va au-delà de, là, c'est plus de la lecture dans les écrits, dans l'audio, dans ce que tu dis. C'est carrément une synchronicité par rapport à ce que tu penses. Et là, ok, là je me dis, bon, il y a un truc qui va pas, quoi. Alors, Facebook, ou bien Facebook, c'est connecté à la matrice, mais au plus haut point, vraiment. Ce serait même, pourquoi pas, un outil vraiment, comme tu l'as dit, comme avec le tarot, hein, comme avec le tarot, c'est exactement ça. C'est connecté aux IA, c'est connecté à la matrice, donc nos pensées, et quand on émet des pensées ou des entités émettent des pensées pour nous, ça va vers la matrice, donc ça se répercute sur Facebook, sur les IA qui sont connectés à ça. C'est presque logique, tu vois, quand on y pense. Ça me fait penser aussi aux bouddhistes, tu vois, bon, je fais pas l'apologie du bouddhisme, hein, mais les bouddhistes, en gros, c'est le nihilisme, faut rien faire, faut penser à rien, voilà, faut avoir une limite une pensée pure, etc. Bon, voilà, je connais pas tous les préceptes non plus, mais je sais qu'il y a ce côté de ne pas penser à des choses négatives. Tu sais que vraiment, je trouve que c'est parlant au plus haut point, avec tout ce dont on parle, parce que de toute façon, exactement, et alors je le répète aussi ça souvent dans les émissions avec Paul, comme l'exemple de Ghostbusters à la fin, si vous connaissez la fin de Ghostbusters, où effectivement tu as cette espèce d'entité androgyne qui demande de penser à finalement votre exécuteur. Hein, puis t'as un des gars là qui pense au petit bonhomme qu'il avait, le petit bonhomme chamallow qu'il avait quand il était petit, et c'est le petit bonhomme chamallow qui arrive pour les exterminer. Bah ça, c'est déjà un exemple de pensée qui se transforme en quelque chose de catastrophique. Et en fait, c'est ça qui devient fou. C'est qu'avec la télévision, les radios, Facebook, là je le fais chronologiquement, hein, avec tout ça, avec même certaines chansons, on avait déjà discuté, avec certaines paroles qui, quand vous les rechantez, eh ben, elles vous correspondent à vous, alors que c'est pas vous, c'est pas vos pensées, c'est simplement l'auteur qui a écrit. Voilà, certaines paroles qui sont tristes et parfois catastrophiques. Faites attention à ça. Moi, je le dis chaque fois quand vous écoutez des chansons comme ça, en français, en anglais, peu importe. C'est de faire vraiment la part des choses avec ce qui est à vous et ce qui ne vous appartient pas. Et
Et c'est vraiment ça. Je veux dire, on en serait presque à même à se dire que, en fait, quand on dit qu'on crée notre réalité, bah c'est pas faux. Et quelque part, ils se servent de nous. Ils se servent de nous pour propager un message, que ce soit dans un film, au cinéma, que ce soit à la télévision, avec les événements qu'on connaît. Nous, eh bien, parce qu'on va en parler, on va perpétrer, on va alimenter plutôt, je dirais, c'est beaucoup mieux, c'est même le mot exact. On va alimenter cet égrégore et on va l'amplifier. Et au fond, l'idéal serait que tous ces événements, que toutes les choses négatives, on ne fasse plus attention. On ne fasse plus attention, exactement comme l'expérience du riz. En alchimie, on le sait, hein, si le riz ou une plante, si on dit je t'aime à une plante tout le temps, elle va être en vie. Si on dit des mots tout à fait négatifs de, de trahison, tout sauf de l'amour par rapport à une autre plante, elle va mourir beaucoup plus vite. C'est une expérience qui a été faite souvent, et avec du riz également, le riz qui moisit, le riz qui reste ce qu'il est. Ça, c'est démontrable. Eh bien, c'est exactement ça. Moi, je dis que si on faisait vraiment part de tous ces événements qui ne nous correspondent pas, qui ne nous appartiennent pas, et en plus de ça, qui sont des mensonges, et qui en plus, voilà, sont décriés comme des vérités absolues, si on faisait vraiment fi de tout ça, et qu'on éteignait la télé, et qu'on faisait attention, je sais bien que sur les réseaux sociaux c'est compliqué parce que en plus on nous les resserre en pleine poire, mais vraiment, vraiment ne pas rentrer là-dedans. Je trouve que voilà, si vraiment on ne rentrait pas là-dedans, je sais que c'est utopique, hein, ce que je dis, même quand je suis en train de le dire, je sais que c'est pas possible parce qu'il y a des gens qui vraiment, voilà, euh, rentrent les deux pieds joints dans une affaire qui ne leur appartient pas. Et voilà. Et si on faisait vraiment fi de tout ça, je pense qu'on arriverait, peut-être nous en tout cas, à vibrer plus haut, mais surtout à annihiler ce genre d'événement. En fait, je crois que l'intérêt, il n'essayerait même plus de le faire puisque ça prendrait plus. Mais ça prend malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça, Oui, oui, c'est ça. c'est pour ça, je dis que c'est utopique, mais c'est un idéal. Voilà. Mais même, j'ai pensé que pendant l'événement de 2020, si les gens s'étaient réunis avant et avaient parlé de ça et tout, ça aurait pu créer des contre-égrégores. Et voilà, contre ça, puisque même Ole Damgard, par exemple, il explique que l'événement de 2020 devait être beaucoup plus important que prévu, qu'il devait y avoir d'autres false flags et tout, essentiellement pour couper l'alimentation en Europe et créer et essentiellement créer un chaos nucléaire. Après, que le nucléaire existe ou pas, c'est le mot qui fait peur, donc c'est très facile à faire. Et Ole Damgard, qui a très peu finalement, qui est relativement peu suivi, pas plus que nous quelque part, mais qui est connu dans son domaine, mais en dehors de son domaine, l'étude des false flags, il est peu connu. Il a téléphoné à plusieurs radios, donc à plusieurs chaînes YouTube anglaises très spécialisées dans tout ça et américaines. Il a donné son information et tout, donc il y a quelques dizaines, quelques centaines de milliers de personnes qui ont eu vent qu'il allait se passer quelque chose puisqu'il avait reçu de l'information de l'intérieur. Et rien que le fait d'en parler, ça a réduit l'ampleur de ce qui s'est passé en 2020, selon les dires d'Ole Damgard. Et en tout cas, le thème est bon puisqu'on crée des contre-égrégores, on est des êtres créateurs. Donc c'est pour ça que c'est très important, les émissions comme la tienne et tout, pour qu'on puisse informer par rapport à ça. Oui, c'est ça, tant qu'on peut le faire, hein, comme je dis à chaque fois, Paul, tant qu'on peut le faire, on le fait, et toi, c'est pareil sur ta chaîne, et tout ce que tu fais, et d'autres personnes qui le font. Tu as cité Paranormal Files, ça, c'est, si vous parlez anglais, ça, c'est vraiment une chaîne idéale. Ce gars, voilà, il est même venu en Belgique, tout ça, faire des, des enquêtes médiumniques, etc. C'est vraiment super intéressant, et il parle de beaucoup de choses que d'autres ne parlent pas. Il va assez loin. Voilà, il a 2 millions d'abonnés, et d'ailleurs, chapeau à lui, vraiment de faire tout ça. Parce qu'en général, quand tu as 2 millions d'abonnés, tu ne parles plus de tout ça, c'est on le sait très bien. Bref, tout ça pour dire que, mon Dieu, c'est un sujet vachement, vachement intéressant. Et comme tu dis, on pourrait en parler des heures et des heures, clairement. En tout cas, là, c'est un fameux échantillon que tu nous as présenté, Paul. Vraiment, je te remercie.
et on remercie aussi Léna, hein, à qui on fait un coucou, bien sûr. Ouais, vraiment un sujet super intéressant. J'espère que ça a plu aux auditeurs. Je sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose, mon cher Paul. Ouais, je pense qu'on a déjà tout dit. Vraiment, maintenant, c'est de faire le travail sur soi pour distinguer par la conscience ce qui est artificiel de ce qui est naturel, organique. Et ça, c'est très important. Et toujours se rappeler que la matrice peut être transcendée par la conscience. Donc, on a les clés entre nos mains. Pas besoin de sauveur externe, pas besoin de galactique. La réponse est en nous, au niveau de la conscience et de la créativité, puisqu'on est des êtres créateurs. Complètement, et c'est pour ça qu'on doit être, comme tu dis, conscient et aussi conscient, la tête sur les épaules malgré tout, et enfin les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, comme on dit toujours. Mais c'est vraiment aussi voilà, de se dire qu'il ne pas rentrer dans le jeu de la peur. Parce que voilà, avec ça, on fait beaucoup de choses, on manipule beaucoup de monde, et je sais que c'est pas toujours évident. C'est d'ailleurs, on le sait, on va dire une réaction normale, la peur. C'est aussi, voilà, c'est ce qui nous permet parfois de survivre à certaines choses. Mais voilà, ne pas rentrer dans des peurs qui nous appartiennent pas, comme je le dis, qui nous sont imposées, et de faire vraiment la part des choses. Et je sais que voilà, avec toutes les distractions euh, quotidiennes, qu'elles soient positives ou négatives, ce n'est pas toujours évident d'être toujours conscient, sinon, ma foi, bah, on vit parfois plus sa vie. Hein, donc voilà, il faut parfois aussi se dire que lâcher prise parfois avec tout ça, bien entendu, mais toujours garder quelque part dans un petit coin de sa tête, un petit coin du dossier, voilà, que rien ne peut nous arriver tant qu'on n'a pas peur et tant qu'on est vraiment, encore une fois, aligné avec nous-mêmes et en connaissance de cause, avec toutes ces informations, voilà, que vous pouvez trouver sur Google, sur Internet, sur YouTube. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis en 2026, ben, on n'a plus le droit d'être ignorant, même si, voilà, il y a beaucoup de gens qui le sont, et non seulement par ignorance totale, ou par envie, voilà, c'est simplement une revendication d'être complètement, de ne pas faire attention à tous ces sujets-là. Ça, c'est, voilà, chacun va là où il veut. Mais c'est à ces personnes de ne pas se plaindre, par contre, de ce qui va arriver après. Donc voilà, moi je me dis, gardons l'œil encore une fois, c'est le cas de le dire. Vraiment, merci Paul pour toutes tes informations super importantes, super intéressantes, des exemples concrets qui, voilà, illustrent très bien eh ben, les fils de cette matrice. On en voit finalement de plus en plus, j'ai l'impression, aussi au fur et à mesure qu'on fait attention à tout ça. Il nous est présenté de plus en plus de synchronisation. Ça, c'est aussi rigolo parce que finalement, c'est à croire que, bah tiens, la matrice se fout vraiment littéralement de nous en disant, ben voilà, vous êtes synchronisés à tout ça, vous savez que ça existe. Eh ben, on va vous en montrer encore un petit peu pour vous rendre un petit peu plus fou. Mais en fait, non, c'est gai, c'est vraiment, c'est super. Moi, j'adore, je remercie même souvent. Je me dis, ok, c'est ça la vie, ben vas-y, propose-moi encore du spectacle. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut le vivre. Et je pense que de cette manière-là, vous le vivrez forcément de manière beaucoup plus légère. Voilà. Toutes ces informations ne doivent pas nous plomber. Elles doivent au contraire nous éveiller, nous éclairer et nous faire prendre en conscience que voilà, que nous ne sommes pas rien non plus. Voilà, on a notre droit, notre mot à dire dans cette matrice aussi. Voilà. Mon cher Paul, en tout cas, grand merci, je le disais aussi, pour tout ça. On mettra bien sûr en lien ta chaîne, les rendez-vous que tu nous as proposés pour la semaine prochaine. Et donc, on n'oublie pas aussi de se procurer ton livre. Hein. Dernièrement, je mettrai une image. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Alex. bah de rien, Paul. Et c'est moi qui te remercie. Merci d'être fidèle au Sentier du Réel, comme tu le sais. Merci à vous tous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre nouvelle émission. En ce moment, comme vous le savez, je fais du stock, donc ça va un petit peu, voilà, au jour le jour, de semaine en semaine. Normalement, pour l'instant, ça va. On vous fait des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi cette vidéo si ça vous a plu, de parler des Sentiers du Réel autour de vous.
plus vous en parlerez et plus on sera visible aussi, hein, puisque voilà, dans le grand méandre YouTube depuis 10 ans, ma foi, voilà, ça devient compliqué. Alors peut-être le bouton boost, s'il est là. Pour l'instant, je sais pas pourquoi, mais depuis 2 vidéos, il a tendance à ne même pas apparaître du tout. Voilà. Rien de compromettant pourtant, bon, bref. Donc on verra bien tout ça, on vous fait des gros bisous, passez une bonne semaine d'ici à dimanche prochain. Ciao ciao, salut. Merci beaucoup, au revoir Alexis.